Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est vendredi, c'est la fin de la journée. Et j'ai passé encore une bonne partie de la journée à corriger mon journal de l'an 2000. Ça fait vraiment quelque chose de spécial de se relire comme ça, de revenir dans mes pensées de cette époque. Et je sens que c'est un moment charnière. Je ne sais pas si vous savez ce que je veux dire par moment charnière. Il y a des moments dans la vie de tout le monde, mais en tout cas dans la mienne, où c'est un moment charnière. Une charnière, c'est ce qui tient la porte, par exemple, au cadre de porte. Donc c'est un moment où tout s'ajuste, se réajuste. Et bien sûr, c'était un grand moment charnière de ma vie en l'an 2000, parce que je venais de terminer l'université et je suis arrivé à Montréal comme ça, avec mes rêves, mes désirs. Et comme vous le savez maintenant, eh bien, au lieu de faire comme la majorité des gens, j'ai dit stop, j'ai dit non merci. Et j'ai décidé de ne pas travailler. Je veux dire, de ne pas avoir une job, parce que j'ai travaillé dur, j'ai travaillé fort, hein, j'ai fait un travail sur moi-même. Pour moi, c'est ça le vrai travail. Un travail qui a vraiment une valeur, c'est le travail sur soi-même. Et ça, je l'ai fait. Donc, je me suis cultivé, j'ai travaillé sur mon art, j'ai cultivé aussi mon talent de dessin, de musicien, d'écrivain par la suite. Et c'était un moment charnière, j'en étais conscient. Je savais que si je ne mettais pas le pied dans la porte, ou si je défonçais pas la porte, tout simplement, eh bien, j'allais être happé par le monde, par ce qu'on avait voulu faire de moi, en fait. J'allais devenir une pâle copie d'une imitation de moi-même. Et j'en connais des gens comme ça. Ils sont pâles, translucides. Ils ont passé à côté d'eux dans leur vie. Moi, je considère que je me suis donné une entéléchie. Donc, l'entéléchie, c'est ce que je me suis donné à être. Donc, avant d'entrer dans le corps de ma mère, j'avais déjà un plan. Je fais partie d'un plan aussi. Et c'est mon entéléchie. Et il y a l'entéléchie naturelle. L'entéléchie naturelle, c'est celle de la majorité des gens. Donc, venir au monde, grandir, se stabiliser, faire des enfants, procréer pour que la race continue. Donc, c'est l'entéléchie naturelle. Et pour la majorité des gens, ça s'arrête là. Il y a aussi l'entéléchie métaphysique ou l'entéléchie éthrique. Et cette entéléchie, c'est celle des grands maîtres de sagesse qui ont marché sur la Terre ou sur d'autres planètes. Mais j'ai travaillé très fort à développer mon entéléchie éthrique. Parce que l'être, en fait, se donner un être, c'est contre nature. Moi, je considère que c'est impossible, pratiquement impossible, de se donner un être sur cette planète parce que tout concourt à nous amener à nous oublier. Donc, vous voyez, quand j'ai terminé l'université, ce qui m'a amené à m'oublier, c'était le marché du travail. Les raisons, c'était que j'avais étudié, mes parents avaient investi sur moi, et donc là, j'arrivais dans le monde et il fallait que je travaille. Il n'y avait pas d'autre option. Et moi, je voyais une autre option. J'avais une passion pour l'art, pour la bande dessinée. Et je me suis dit, non, c'est pas vrai que je vais continuer à être gouverné. Et donc, je me suis déployé, je suis devenu ingouvernable. Et je le suis demeuré. Avec le temps, j'ai intégré ça à un niveau supérieur, c'est-à-dire que ça paraît moins. Je lis mes entrées de journal de 98, 99, 2000 jusqu'à 2002. Et j'avais beaucoup de colère, j'avais beaucoup de rage contre le système, contre plein de choses. Mais c'était plus une colère métaphysique parce que je suis pas quelqu'un qui est colérique dans le sens que je suis pas fâché tout le temps. C'était une colère métaphysique. J'étais choqué de voir que
Personne ne faisait comme moi. Donc ce moment charnière de ma vie, c'était un moment où j'ai décidé de me choisir, au lieu de choisir le système, de choisir un emploi, et d'entrer dans le monde du travail pour m'oublier. Non, au contraire, j'ai acheté une guitare sèche, je suis allé dans les parcs, jouer de la musique, rencontrer des femmes. J'ai écrit, j'ai fait de la bande dessinée, de la peinture, j'ai composé de la musique. Je me suis amusé. Et c'est drôle parce que je sens que c'est un moment charnière de ma vie présentement. Un peu comme si la feuille se pliait. Vous savez peut-être la théorie du voyage dans l'espace-temps où on entre dans un vortex et là, soudain, on se retrouve complètement à l'autre bout de l'univers. Et c'est comme si c'était comme une feuille qui se pliait, donc c'est pas un déplacement linéaire, on passe du point A à Z instantanément. Et je sens que c'est un moment charnière. Il y a des grands changements dans ma vie et c'est en relisant mon journal, je reviens vers la source, je reviens vers ma source personnelle. Et ça me rappelle mon énergie de cette époque et ça nourrit la mienne présentement. Donc ça me rappelle que je dois être productif, que je dois toujours aller de l'avant, que je ne dois pas compter sur les autres pour me définir, pour apprendre à penser, continuer d'apprendre à penser, développer ma pensée. Donc je suis dans un grand moment charnière, il y a des grands changements aujourd'hui. Et c'est drôle parce que pour Martha aussi, ma compagne, il y a des grands changements et c'est un peu similaire. Vers, je dirais, 21, 22, elle a cessé de faire de la danse. Sa mère, son père ne voyaient pas ça comme quelque chose de très bon pour elle au niveau financier, donc ils l'ont sorti de sa passion. Ils l'ont emmené vers quelque chose de beaucoup plus rationnel. Elle est devenue une ingénieure, spécialiste en base de données. Mais il y avait en elle ce désir. Ce que moi j'ai réussi à exprimer à l'époque, quand moi j'ai dit non merci, et que j'ai accepté mon entéléchie, eh bien elle, à cette époque, elle a accepté ce que ses parents lui ont suggéré. C'est peut-être question de culture aussi. La culture latino-américaine est très... les parents ont beaucoup plus d'autorité qu'ici. Ici, je trouve, en Amérique du Nord, on est plus égoïste, on pense plus à nous-mêmes. C'est moins l'aspect de la famille qui est important dans les choix importants. Et vous voyez, elle recommence à danser depuis quelques mois. Et c'est quelque chose de très important dans sa vie, qui donne un sens à sa vie, maintenant. Et on a rencontré des gens incroyables depuis qu'elle a recommencé à danser. Et donc, étrangement, elle vit aussi un moment charnière, un moment de retour à la source. Je ne sais pas si c'est l'âge, hein? Moi j'ai 44 ans. On m'a dit que 44 ans, c'est considéré comme la seconde adolescence. Je ne sais pas où cette personne a pris ça, peut-être chez Carl Gustav Jung. Mais je sens réellement une jeunesse, quelque chose qui revient. Depuis les dernières années, je me suis appliqué à être plus responsable. J'étais président d'un organisme sans but lucratif. J'ai tenté de créer une communauté, plusieurs communautés. Ça n'a pas fonctionné. C'était comme faire un château de sable avec du sable sec. J'essayais de faire une communauté et ça retombait toujours. Et je mettais beaucoup d'énergie pour faire tenir le sable en place. Jusqu'à, il y a peut-être 4 ans, quand le mouvement jovialiste a cessé, quand nous avons décidé de fermer l'organisme sans but lucratif, il y a quelque chose qui a cassé. Dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Dans le bon sens, c'est que je me suis détaché. J'ai dit « fuck it ». Je n'essaierai plus, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, de créer une communauté à bout de bras. Même si je suis le seul à y croire, ou un des seuls. Non. Si ça arrive un jour, si je fais partie d'une communauté, on va tous y croire et on va tous travailler dans le sens de créer notre communauté. Sinon, bien, je veux rester un électron libre. Et je me suis libéré. Il y a eu une grande libération et ça m'a pris les dernières années pour intégrer ça à un niveau supérieur, être en paix avec ça,
parce que ça m'a brisé le cœur, ça m'a fait vraiment mal de voir que j'étais le seul à y croire. Et en même temps que je n'étais pas, j'avais pas assez de charisme pour faire en sorte que l'organisme s'élève encore plus. J'assume. Je ne suis pas en train de me jeter des pierres. Je pense que tout a été parfait, tout a été fait tel qu'il devait l'être. Ça aurait pu être autrement si les gens autour avaient été autres. Mais je crois que j'ai posé l'acte juste, j'ai toujours été juste dans mes actes. Et ça m'a permis de me libérer. Et vous voyez, l'année passée, j'ai déménagé dans cet appart ici, au 29e étage, au centre-ville de Montréal. Et ça a été aussi une grande libération, une libération de mon ex-compagne, avec qui j'avais encore, j'avais le bail qui était encore signé avec nos propres noms, moi et elle. Donc il y avait quand même un lien. Et ça ne me convenait plus. Je ne voulais plus non plus avoir de lien avec le propriétaire, qui était vraiment pas un bon propriétaire. Il était bon en autre chose, mais au niveau de l'appartement, au contraire, ici, dans ce nouvel appart, dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, des fois en 30 minutes, 1 heure, il y a quelqu'un qui vient et qui nous change ça. Donc c'est un grand changement, un moment charnière. Et dans ce moment charnière, si je reviens à ce thème, c'est le moment charnière, c'est un moment où on fait peut-être aussi un petit ajustement. Un peu comme si j'envoyais une fusée dans l'espace. Et j'ai bien calculé la trajectoire, mais après des milliers de kilomètres, il suffisait d'un mini-degré de différence pour que je sois à plusieurs kilomètres de différence de l'endroit où je voulais aller. Donc, il faut réajuster parfois, hein, des petits coups pour réajuster. Donc, je réajuste présentement. C'est pourquoi je mets beaucoup d'énergie à ajouter tous mes livres sur Amazon. Ça n'existait pas il y a 10 ans. Je n'aurais pas pu faire ça. Je n'aurais pas pu vendre au niveau mondial comme je le fais maintenant. Avec une grande facilité. Et donc, je réajuste le tir. Je pense bien à moi. Je pense bien à mon bonheur. J'en ai déjà parlé. Le bonheur, c'est la volonté du bonheur. Ça prend une volonté pour être heureux. C'est facile d'être heureux quand on est jeune. Bon, si ça va bien dans la famille. Dans mon cas, tout allait bien. Mais je n'avais aucune responsabilité. J'avais 2 sœurs. Il y avait de l'amour à la maison. Tout se passait très bien. Donc, c'était facile. C'était très facile. Et quand je suis arrivé à Montréal, et c'est là que j'ai commencé à me taper sur des murs et à foncer dans des portes constamment, dû au fait que je ne choisissais pas ce qu'on m'avait programmé à choisir. Regardez bien, depuis votre enfance, on vous a programmé à, tout de suite quand vous allez terminer l'école, il faut absolument que vous commenciez à travailler, tout de suite. Et même aujourd'hui, les gens travaillent beaucoup en parallèle et commencent à travailler très jeunes. Oui, moi à l'époque, j'ai dit non merci, je ne travaille pas, je veux créer, je veux être un artiste à 100%. Vous ne pouvez pas m'obliger à travailler. Je n'aurais pas pu faire ça dans un pays, par exemple, comme le Mexique. Ça aurait été dangereux, j'aurais tombé dans la misère. Et c'est pourquoi, dans mon entéléchie, j'ai choisi de naître au Québec. Un lieu empreint de beaucoup de liberté. Il y a beaucoup de liberté ici. Je me sens libre. J'ai pu choisir, et ça a façonné ce que je suis devenu. Quand j'ai commencé à travailler vers l'âge de 33 ans, j'étais prêt, j'étais mature. Je savais ce que je voulais, je savais ce que je ne voulais pas. Et ça m'a permis de ne jamais faire de choix compromis, de jamais de faire de compromis. J'ai pas eu besoin, par exemple, d'aller travailler comme emballeur ou livreur de pizza en attendant d'avoir assez de clients pour faire des sites Internet. Non, ça a commencé tout de suite parce que j'étais prêt, puis j'étais vraiment bon. J'étais le meilleur. J'ai trouvé la valeur ajoutée que moi j'étais capable de donner. Et ça s'est installé par soi-même aussi. C'était comme naturel. Pourquoi pas? En fait, je n'y ai même pas pensé en profondeur. C'était
C'était ça qui devait être fait. Et c'était un moment charnière aussi. Quand j'ai commencé à travailler, c'était le moment charnière. C'était le temps. J'étais face à un choix. Ma compagne venait de me quitter. Mon appartement à l'époque coûtait, juste l'appartement coûtait 800 pièces et je recevais 600 dollars ou 580 dollars par mois de l'aide sociale. Donc, ça ne marchait plus et je n'avais pas de travail à côté. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je déménage dans l'est de Montréal, avoir un appartement qui coûte pas cher, mais je vais vivre dans un quartier avec des gens pauvres. Et vivre parfois avec des misérables, c'est pas toujours drôle. J'ai eu des mauvaises expériences à ce sujet. Et mon autre choix, c'était, je commence à travailler et je reste dans cet appart. Je trouve le moyen de payer ce 800 $, plus les téléphones, l'électricité, etc. Donc j'avais besoin, je pense, un 1200 par mois, minimum. Mais j'avais pas beaucoup de besoins à ce moment-là. Donc 1200, 1300, c'était assez. Donc. Et l'occasion s'est présentée. J'avais l'intelligence pour savoir choisir les bonnes options, mais ça s'est fait naturellement. C'était le temps. Il y avait une harmonie subtile dans ma vie. Et je pense que c'est important dans les moments charnières d'être très attentif aux petits détails, aux sensations, aux sentiments, à mes rêves. Parce que je reçois de l'information dans mes rêves, je reçois de l'information par les petits détails. Un peu comme dans l'œuvre de Carlos Castaneda, Don Juan, qui est son professeur. C'est un chaman dans la selva du Mexique. Et il voit les détails. Un corbeau passe vers la gauche, ça veut dire quelque chose. Parce que s'il passait vers la droite, ça voudrait dire autre chose. Et si c'était un aigle, ce serait différent aussi. Est-ce qu'il y a un serpent à terre? Est-ce que chaque détail était important, était interprété par lui? Et j'en fais tout autant. Bon, dans mon cas, je n'analyse pas au niveau des animaux, mais dans mon cas, c'est mes sentiments. Comment je me sens? Les sentiments, ils sont des bons indicateurs pour moi. Je ne parle pas des émotions ici, parce que les émotions, c'est basé sur des illusions, le futur, le passé. Le sentiment, c'est dans le ici-maintenant. Ici-maintenant, comment je me sens? Regardez, quand vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, ou même quelqu'un que vous connaissez, il y a un instant, le premier instant, il y a un sentiment d'angoisse, d'harmonie, d'amour. Il y a un sentiment que je devrais être ailleurs. Eh bien, je m'efforce d'être très attentif à ça parce que, surtout dans un moment charnière, c'est un moment de réajustement pour aller encore plus précisément vers mon entéléchie étrique. Ce que je me suis donné à être. C'est donc important d'être très attentif. Comme l'astronaute c'est au millimètre près. Est-ce que je veux être complètement en harmonie avec ce que je me suis donné à être? Et donc, lors de ma mort physique, lorsque je vais quitter le corps pour autrui, ce corps Nicolas Lehoux qui vous parle, eh bien, est-ce que j'aurais réalisé mon entéléchie ou vais-je avoir passé à côté comme la majorité des gens? Donc, si je passe à côté, bien sûr, je vais revenir. Je vais me réincarner. Je vais revenir près des gens que j'ai aimés pour terminer le travail qui n'est pas terminé. Mais si j'ai réalisé complètement, eh bien là, ça devient un bonus. Chaque instant de plus que je vis, eh bien, ça bonifie mon être. Ça bonifie ma vibration. Mon travail est fait. Et même, j'obtiens un bonus. Donc, je vais plus loin que je l'avais même imaginé, que je l'avais planifié. C'est l'importance de l'ingouvernabilité. C'est un mot que j'ai noté au début, c'est quelque chose dont j'ai parlé aussi dans certains de mes livres. L'ingouvernabilité, c'est d'être ingouvernable, de ne laisser personne décider pour vous, d'aller toujours vérifier à l'intérieur si chaque pas que vous posez sur le chemin est juste. Est-ce que je pose l'acte juste? Est-ce que je dis le mot juste? Est-ce que le fait de faire des vidéos présentement est un acte juste?
dans mon entéléchie? C'est des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Et je le sens. C'est de l'harmonie. Je suis en harmonie. Je sais que c'est ce que je dois faire présentement. Explorer le médium de la vidéo et aller toucher certaines personnes qui me ressemblent, qui ressentent l'appel comme moi. Peut-être êtes-vous plus jeune, peut-être êtes-vous plus vieux. Et peut-être pouvez-vous apprendre de ce que je partage avec vous. Et certainement que j'apprends à votre contact par vos commentaires, vos suggestions, vos questions. Être ingouvernable, c'est bénir sa souveraineté. Et ça, c'est quelque chose de profondément ancré en moi. Je me rappelle d'une expérience psychédélique que j'ai faite l'année passée en haute dose, très haute dose. Et j'étais vraiment très loin. Et j'étais en train de me dissoudre. Nicolas Lehoux, ma personne, était en train de se dissoudre, un peu comme dans une machine à laveuse. Et c'était intense. Et miraculeusement, dans cette expérience, j'ai commencé à bénir. Donc, j'étais pas ici, là. C'était pas moi, ma voix physique. C'était comme dans un rêve. J'ai commencé à bénir la souveraineté de mon être. C'est complètement hallucinant. Qui l'eût cru? Et ça fait que j'ai gardé mon centre de gravité permanent au lieu d'être dissous, de me perdre dans ce processus complètement déstabilisant. Je suis resté comme un point de stabilité parce que j'ai béni ma souveraineté. Et je suis persuadé que si je continue comme ça, lors de ma mort, la mort de mon corps pour autrui, je bénirai la souveraineté de mon être. Et donc, au lieu de me dissoudre dans le néant, je vais devenir un point de conscience. J'aurai créé un centre de gravité permanent en moi. Ce centre va tenir la route, alors même que ma personnalité va se dissoudre. Parce que je ne suis pas que Nicolas Lehoux, je suis bien plus que ça. Je suis le cosmos. Je suis l'entièreté du monde dans lequel je vis. Et ce monde est en moi en même temps. Intense, intense. J'adore la métaphysique et je suis sûr que si vous êtes encore en train de m'écouter après près de 20 minutes de métaphysique comme ça, vous aimez ça aussi. Donc, merci d'être des philosophes. Philosophe vient du mot philos, sophia. Philos veut dire ami, sophia veut dire sagesse. Donc, vous êtes des amis de la sagesse. Les amants de la sagesse, c'est une autre manière de le dire. Être en amour avec la sagesse. Donc, c'est ça, un philosophe. Un philosophe, c'est pas nécessairement quelqu'un qui va à l'université, qui a un doctorat, mais c'est quelqu'un qui est en amour avec la sagesse. Puissiez-vous continuer d'être complètement amoureux de la sagesse, tout comme je le suis, et ensemble, nous pourrons développer une pensée éternelle. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.